Je m'appelle Alexandre et je travaille depuis plus de 20 ans comme garde-chasse dans les montagnes de l'Altaï. Mon site est situé près du lac Teletskoï, non loin du village d'Artibash. C'est un endroit extraordinaire où la taïga des montagnes rencontre les eaux cristallines de l'ancien lac, où la crête de Corbu s'élève majestueusement au-dessus de la vallée de la rivière Shulishman. Mais ne vous laissez pas tromper par cette beauté. La taïga ne pardonne pas les erreurs et l'inattention. Je suis arrivé ici très jeune, pensant que je connaissais tout de la forêt. Les habitants n'ont fait que rire de mon assurance. Je comprends maintenant pourquoi. Ici, dans ces montagnes, j'ai rencontré des choses que je n'aurais pas cru moi-même si quelqu'un me les avait dites auparavant. Je suis russe, mais je suis marié à une femme de l'Altaï et, au fil des ans, je me suis profondément imprégné de la culture locale, des traditions et des légendes de ces lieux. Ici, chaque sentier a sa propre histoire, chaque montagne a son propre caractère. Je connais chaque ruisseau, chaque piste d'animaux, chaque dortoir de ma région. Je connais tous les chasseurs, les bergers et les habitants. Certains sont devenus des amis proches, d'autres ont disparu. Le travail d'un garde-chasse n'est pas seulement un service, c'est un mode de vie. Nous sommes les gardiens de ces lieux, les protecteurs de la nature et de ses lois. Au cours de mes années de service, j'ai vu beaucoup de choses, des combats avec des braconniers dans un froid glacial, des incidents inexpliqués dans les montagnes, des tragédies terribles et des cas étonnants de sauvetage. J'ai perdu des amis et j'en ai trouvé de nouveaux. J'ai appris à respecter ces lieux et à comprendre leurs lois sévères. J'aimerais vous raconter certaines de ces histoires. Chacune d'entre elles a laissé sa marque non seulement dans ma mémoire, mais aussi dans mon âme. Et même si elles ne se terminent pas toutes bien, elles font toute partie de ma vie, de cette grande taïga. Je me souviens de cette histoire aussi clairement que si elle s'était déroulée hier. Debout sur le porche du cordon, je vérifiais mon équipement pour la énième fois. Des allumettes dans un récipient étanche, une torche de rechange, un talkie-walkie. Le fermoir métallique de mon sac à dos brûlait même à travers mes gants à cause du gel glacial. Le thermomètre accroché au mur affichait -45. Par de telles journées, même le souffle gèle dans l'air et se transforme en poussière de neige piquante. Vers midi, à travers le crépitement des interférences, j'ai entendu la voix excitée d'un forestier de la région voisine. Il avait remarqué des traces de motoneige dans la zone interdite. J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de braconniers. Eux seuls auraient pu se déplacer en motoneige par un temps aussi froid, et j'ai deviné pourquoi. À cette époque de l'année, ils chassent le cerf musqué. Plus précisément, la glande musquée des mâles, ils la vendent à la Chine pour beaucoup d'argent. Lorsque j'ai trouvé les premières traces de sang sur la neige, mes soupçons ont été confirmés. Je ne savais pas alors que cette nuit deviendrait l'une des plus intenses de ma carrière. Le sentier s'enfonçait dans la forêt. Le soleil glissait déjà vers son coucher et le gel s'intensifiait. Je marchais prudemment, à l'écoute de chaque bruit. Les traces de sang étaient de plus en plus fréquentes. Le cerf musqué avait été touché, mais pas tué. Lorsque j'ai vu de la fumée s'échapper de la cheminée de la vieille cabane, j'ai compris qu'il était trop tard pour battre en retraite. Une motoneige recouverte de neige fraîche se tenait à l'entrée de la cabane. De la fumée s'élevait de la cheminée, sentant la viande grillée et le tabac. La faible lumière d'une lampe à paraffine brille à travers la fenêtre gelée. Des voix sont clairement audibles dans l'air glacé. Ils sont 3. Demain, nous en descendrons un autre et cela suffira, dit l'un d'eux d'une voix rauque. Mais attendez, vous prenez trop de risques, répondit un autre, plus jeune, avec une voix rauque. Le troisième était resté silencieux. J'ai essayé de me faufiler jusqu'à la motoneige pour prendre les clés. Dans l'obscurité totale, chaque crissement de neige semblait assourdissant. Soudain, la porte s'est ouverte en grinçant. L'un d'eux était sorti pour faire pipi. J'ai à peine eu le temps de me cacher derrière les rondins, blotti contre les poutres gelées. C'était le troisième silencieux. En passant, il s'est soudain arrêté et a dit à voix basse, comme dans le vide, « Nous sommes ici pour rien. Je t'avais dit que ça portait malheur. » Mon cœur battait si fort qu'il semblait s'entendre dans le silence glacial. À l'aube, j'avais un plan. Lorsque les premiers rayons du soleil ont teinté la neige de rose, j'ai marché d'un pas assuré jusqu'à la cabane, comme si je venais de la découvrir au cours de ma tournée. Mes vêtements craquaient à cause du froid de la nuit, et le givre sur mes cils m'empêchait de regarder. Il s'est présenté, a dit qu'une équipe spéciale travaillait dans le district pour vérifier les rapports de braconniers. Du bluff bien sûr, mais dans ce froid, loin des habitations, même les crapules les plus désespérées perdent leur sang-froid.
Le chef, un homme trapu au visage rouge et usé par le temps, se montre d'emblée impoli. Les jeunes fument les uns après les autres. Et le troisième s'avance soudain. « Commandant, réglons cela à l'amiable. Vous avez raison, nous n'avons rien à faire ici. » Un silence pesant s'installe dans la hutte. Je sentais que le chef me regardait fixement, réfléchissant aux options qui s'offraient à lui. Sa main se dirigea lentement vers sa poche. Je voyais le tissu de sa veste se resserrer. Il y avait manifestement un couteau ou quelque chose de lourd dans la poche. « Ok. » J'ai parlé lentement et clairement, en gardant ma main sur le talkie-walkie. Vous avez deux possibilités. La première, vous rendez votre butin et je fais comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. La seconde, j'attends la task force et ensuite toute la rigueur de la loi. Décidez-vous maintenant. Le jeune homme a regardé nerveusement de moi au meneur, et ce dernier n'a toujours pas retiré sa main de sa poche. Soudain, le troisième, qui était resté silencieux jusqu'alors, posa sa paume sur l'épaule du meneur. « Assez, Micalish. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon endroit. Le garde-chasse parle. » Le chef fit un mouvement d'épaule, mais sortit la main de sa poche. « D'accord, dit-il en serrant les dents. Prenez vos glandes, mais gardez à l'esprit... » « Pas de menace, l'interrompit le troisième homme. « Faisons nos bagages et partons. » Alors qu'ils sortaient à leur butin et rangèrent leur matériel, le troisième s'est approché de moi, comme si c'était involontaire. « Écoutez, chef, dit-il à voix basse, tout en continuant à ranger son matériel. Il y a du matériel abandonné sur le col nord. Ce n'est pas notre affaire, bien sûr, mais nous devrions y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas un bon endroit là-haut. » J'ai acquiescé en silence, mémorisant l'information. Il y avait comme une excuse dans son regard. Lorsque tout fut terminé et que les braconniers furent épartis, je restai un long moment près de la cabane à les surveiller. Le gel m'atteignait jusqu'aux os, mais il y avait une sorte de vide à l'intérieur. Ce jour-là, j'ai compris que mon travail ne se limitait pas à la conservation de la nature. Il s'agit du choix que chacun d'entre nous fait lorsqu'il se retrouve seul face à la tentation du profit facile. L'appel est arrivé tôt le matin. L'administration de la réserve m'a informé qu'une expédition scientifique arrivait et qu'elle avait besoin d'un guide expérimenté. Je devais accompagner un groupe de géologues dans une zone difficile d'accès pour étudier l'activité sismique. Le chef de l'expédition était Viktor Andreevitch Klimov, un géologue et docteur en sciences bien connu. Il avait les cheveux gris, était mince, avait l'œil vif et portait une veste en cuir usé. Dans sa démarche, malgré sa claudication, je pouvais sentir une grande expérience du terrain. Plus tard, j'ai appris qu'il était le seul survivant de l'expédition de 88 en Yakoutie. Klimov ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé là-bas, dans les montagnes, mais parfois, en regardant certains endroits dans les montagnes, il se figeait étrangement et son regard devenait absent. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce détail à l'époque. Je n'ai pas non plus prêté attention au fait que les oiseaux ont soudainement cessé de chanter lorsque notre groupe de 12 personnes est entré dans l'étroite gorge. Je ne savais pas alors que cette expédition deviendrait l'une des pages les plus terribles de ma vie. Le premier jour s'est déroulé calmement. Le groupe se déplaçait sans encombre. Les géologues installaient des capteurs, les sismologues effectuaient des mesures, les étudiants praticiens prenaient des notes avec diligence. 2 guides locaux expérimentés nous accompagnaient au cas où nous devrions nous séparer. Je me souviens que l'un d'entre eux, qui avait vécu toute sa vie dans les montagnes, a soudain déclaré « Quelque chose ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il n'y a aucun son. » Il avait raison. Il y a toujours des sons dans les montagnes, le bruissement des petits cailloux, le sifflement du vent, les cris des oiseaux. Mais ici, c'est un silence artificiel qui règne. Seuls les instruments commençaient à émettre de temps en temps un étrange bip, mais ils se taisaient rapidement. Le soir du 2e jour, nous avons atteint une altitude d'environ 2 km. Le vent qui n'avait pas faibli de la journée s'est soudain arrêté. Dans ce silence artificiel, j'ai remarqué un détail étrange. L'herbe des plaines était étouffée, comme si quelque chose d'invisible avait exercé une pression sur elle. C'est alors que l'un des étudiants a vu la carcasse d'un cerf maral. L'animal était couché sans aucun dommage visible, comme s'il venait de s'endormir. À proximité, il trouve plusieurs autres petits animaux, tous dans la même position. Klimov est devenu pâle. Je vis ses doigts s'enfoncer dans le manche de sa canne. Il a ordonné à tout le monde d'enfiler les respirateurs de la trousse d'urgence et de se préparer à un départ immédiat. Mais il était trop tard. L'un des élèves, celui qui avait trouvé le maral, s'est soudain écroulé en titubant. Le 2e élève s'est précipité pour l'aider. Dans les minutes qui ont suivi,
tout a tourné au cauchemar. Les 2 étudiants ont perdu connaissance et ont commencé à convulser. Les autres membres de l'expédition ont essayé de les aider, mais ils ont rapidement ressenti les mêmes symptômes. Même à travers le respirateur, je sentais une odeur étrange qui me donnait mal à la gorge et des vertiges. Les instruments des sismologues se sont soudain animés, leur bip se transformant en un hurlement continu. Tout le monde monte immédiatement. La voix de Klimov résonne comme un coup de fouet. Le gaz est plus lourd que l'air, il remplit les basses terres, plus vite. Mes guides et moi avons commencé à soulever les blessés. Chaque pas était difficile, des pierres tranchantes se dérobaient de sous nos pieds, s'effondrant dans un bruit sourd. Des sueurs froides coulaient dans nos yeux, nos mains tremblaient sous l'effort. Il devait pratiquement traîner les corps sans vie le long de la pente, en s'accrochant aux rares buissons qui poussaient entre les rochers. Klimov, malgré sa claudication, aidait le géochimiste qui tenait à peine sur ses pieds. Sa canne est restée quelque part dans la vallée empoisonnée. Nous avons perdu le premier étudiant sur la pente. Il a cessé de respirer. Le second est tombé dans le coma avant l'arrivée de l'hélicoptère Emercom. Il est décédé une semaine plus tard, en soins intensifs. 3 membres de l'expédition ont subi de graves lésions pulmonaires et ont été soignés à l'hôpital pendant une longue période. Il s'est avéré par la suite qu'il y avait eu un dégagement de gaz naturel provenant d'une faille à cet endroit. Cela arrive dans les montagnes, mais un dégagement d'une telle puissance est incroyablement rare. Klimov connaissait ce phénomène. Je comprends maintenant pourquoi il ne m'a jamais parlé de l'expédition Yakout. Je retourne parfois dans cette vallée. De loin, bien sûr. Il n'y pousse toujours pas d'herbe et les oiseaux n'y volent pas. Et les instruments, disent-ils, commencent parfois à donner des indications bizarres. Mais ils ne laissent personne d'autre y pénétrer. 2 croix sur le flanc de la montagne constituent le meilleur avertissement pour quiconque voudrait explorer ces lieux. Tout le monde connaissait Vassili Petrovitch, un chasseur chez nous. Pêcheur héréditaire, il avait parcouru cette taïga avec son père et en connaissait tous les sentiers. Il n'était jamais avide, il prenait exactement ce dont il avait besoin pour vivre. C'était un homme de la vieille école. Il n'avait pas de boussole, il préférait marcher à la lueur des étoiles. La taïga aime les hommes intelligents, disait-il toujours. Lorsque son chien s'est mis à courir tout seul, j'ai immédiatement compris que quelque chose de grave s'était produit. Le vieux chien, au visage couvert de poils gris, n'abandonnait jamais son maître. Nous avons organisé des recherches. Nous avons attendu l'aube et sommes partis, moi, 2 chasseurs locaux et un pisteur d'un district voisin. Le temps était étrange. Le brouillard tourbillonnait dans les plaines, mais il était inhabituel, épais, presque tangible. Dans le secteur où Vassili Petrovitch chassait habituellement, le brouillard était particulièrement dense. Les chiens que nous avions emmenés à la recherche de la piste se blottissaient à nos pieds et gémissaient. Même les plus courageux d'entre eux refusèrent d'avancer. Nous avons rapidement trouvé les traces, des empreintes claires de bottes de chasse familières sur le sol humide. Mais elles se sont interrompues sur le plateau rocheux, comme si elles s'étaient détachées d'elles-mêmes. Nous avons cherché tout autour, mais rien. L'un des chasseurs, Nikolai, s'est soudain figé, à l'écoute. Vous entendez ça ? Nous nous sommes tus. À travers le brouillard, nous avons entendu quelque chose qui ressemblait à un chant ou à un cri lointain. À ce moment-là, un vieil homme a émergé de la brume. Petit, les yeux enfoncés dans le sol. Je le connaissais. C'était le chaman local, qui descendait rarement voir les gens. Il s'est lentement approché de nous et a dit, dans un mélange de russe et d'altaïque, « Les esprits ont pris l'homme, par manque de respect. » Au début, nous n'y avons pas cru. Mais le vieil homme nous a raconté. Vassili Petrovitch avait récemment enfreint une ancienne interdiction. Il avait abattu un vieil arbre sur un site sacré, emportant les offrandes laissées par les habitants. « La terre ici est spéciale, » dit le chaman. « Elle ne pardonne pas de telles choses. » Il sort de son sac à bandoulière un tambourin noirci par le temps. Le premier coup résonne dans la gorge. Le chaman se mit à fredonner doucement. Sa voix, grave et vibrante, semblait s'élever de la terre elle-même. À chaque coup de tambourin, l'air s'alourdit, comme si une pression invisible s'exerçait sur ses épaules. Au bout de quelques minutes, le brouillard a commencé à se dissiper. Je n'en croyais pas mes yeux, mais je me disais que c'était une coïncidence. Nous sommes restés là, sans oser bouger. Les chiens se pressaient contre le sol. Peu à peu, le chant s'est amplifié, le rythme s'est accéléré, et chaque coup de tambourin a résonné quelque part dans ma poitrine. Il semblait que les montagnes elles-mêmes écoutaient cet air ancien. Et soudain, un grand silence, si profond qu'il résonnait dans les oreilles.
Nous avons trouvé Vassili Petrovitch à 300 mètres de l'endroit où ses empreintes s'étaient brisées. Il était inconscient, mais vivant. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, il nous a raconté des choses étranges. Il a dit qu'il avait erré pendant plusieurs heures, revenant toujours au même endroit. Il y avait du brouillard tout autour, et des ombres s'y déplaçaient. C'était comme si le temps s'était arrêté pour lui. Il était sûr qu'il ne s'était pas écoulé plus de 2 heures, alors qu'en fait, cela faisait 3 jours. Nous avons retrouvé sa boussole plus tard, l'aiguille tournait de manière aléatoire lorsqu'elle a été amenée à cet endroit. Les spécialistes ont parlé d'anomalies magnétiques qui se produisent dans les montagnes. Vassili Petrovitch a beaucoup changé après cet incident. Il a abandonné la chasse et, 1 an plus tard, il est allé rejoindre ses enfants en ville. Parfois seulement, il revient, s'assoit sous le porche de sa vieille maison et regarde les montagnes. Et cet endroit, eh bien, il y a de nouveau un arbre sacré. Et personne ne touche plus aux offrandes à ses racines. L'appel des bergers m'a réveillé à l'aube. Je pouvais entendre l'alarme dans leur voix, les moutons refusaient d'aller à leur pâturage habituel dans la vallée. Je n'y ai pas prêté attention. Les animaux sentent souvent l'approche du mauvais temps ou d'un prédateur. Mais lorsque je suis arrivé sur place, j'ai compris que c'était plus grave. Un brouillard planait sur la vallée. Pas le brouillard matinal habituel, blanchâtre et transparent, mais une brume épaisse et rougeâtre. Il dérivait sur le sol comme une créature vivante, remplissant toute la plaine. Il y avait dans l'air une odeur étrange qui me donnait des frissons dans la gorge. Debout sur une colline, j'ai vu une meute de loups s'enfuir de la vallée, ignorant les moutons qui paissaient à proximité. Je n'avais jamais rien vu de tel. Avançant contre le vent, j'ai commencé à descendre vers la source de la brume. À chaque pas, l'odeur devenait plus forte et la respiration plus difficile. Sur la pente, j'ai remarqué des traces, de larges traces de camions. Elles menaient à un virage caché derrière les rochers. Au détour d'un virage, le spectacle est terrible. Le camion était couché sur le côté, froissé, comme s'il avait été percuté par quelque chose d'énorme. Des conteneurs métalliques étiquetés comme présentant des risques chimiques sont éparpillés tout autour. Certains d'entre eux étaient endommagés, et c'est d'eux que suintait ce brouillard rouge. J'ai trouvé le conducteur à 30 mètres de la voiture. Sa posture en disait long. Il essayait de s'échapper. Son visage, déformé par l'agonie, avait pris une teinte livide. Le sol autour du corps présentait de profonds sillons. L'homme s'agrippait au sol dans des convulsions, essayant de rendre son dernier souffle. J'ai immédiatement appelé les services d'urgence et j'ai bouclé la zone avec l'aide de chasseurs locaux. Le brouillard rouge continuait à se répandre dans la vallée. Les spécialistes sont arrivés et ont découvert que le camion transportait des composants pour la production de pesticides. Plus précisément, il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait d'un gaz de guerre à action retardée utilisé au Vietnam. Au contact de l'air, il forme ce brouillard rouge qui provoque en quelques minutes la paralysie du système respiratoire. Le conducteur s'est avéré être un transporteur au noir, c'est-à-dire qu'il transportait illégalement la cargaison mortelle. Peut-être n'avait-il pas pleinement conscience de la dangerosité de sa cargaison. Ou peut-être s'est-il fié aux avorus. Quoi qu'il en soit, le prix à payer pour une telle négligence était trop élevé. La vallée a été bouclée, le camion et les conteneurs ont été enlevés par les services spéciaux. Mais pendant plusieurs mois encore, l'herbe n'a pas poussé et les animaux ont évité l'endroit. Depuis, lorsque je croise sur les routes de montagne des camions étiquetés avec des produits chimiques, je me demande toujours ce qu'ils transportent réellement et combien d'autres transporteurs noirs de ce type se trouvent sur nos routes. Mikhail Petrovitch n'était pas seulement un vieux chasseur, c'était une légende vivante de ces lieux, l'un des derniers représentants de cette génération de chasseurs de la taïga, pour qui la taïga n'était pas seulement un lieu de travail, c'était une maison, un ami, un professeur. Il m'avait appris à lire les traces, à comprendre la voix des oiseaux, à sentir le souffle des montagnes. Ce matin-là, il était venu me voir inhabituellement tôt. Il se tenait sur le seuil, appuyé sur un vieux fusil, et regardait quelque part dans les montagnes. « Viens avec moi, Sacha. Je veux te montrer quelque chose. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me poussait à ne pas poser de questions inutiles. Ce n'est qu'en chemin qu'il m'a dit que les médecins lui avaient ordonné 1 mois. Cancer du poumon, en phase terminale. Mais il avait vécu 3 mois, enduré la douleur, attendu ce jour précis. Aujourd'hui est un jour spécial, m'a-t-il dit, en gravissant le sentier de montagne avec une telle facilité, comme s'il n'y avait pas de maladie. Les jours comme celui-ci,
la taïga ouvre ses portes. Nous avons marché toute la journée. Il m'a montré des endroits dont je ne connaissais même pas l'existence, d'anciens sentiers de chasse, des pierres sacrées, des sources d'eau cristalline perdues dans la forêt. Il m'a raconté des histoires sur les anciens chasseurs, sur les lieux sacrés, sur l'époque où la taïga était différente. Ces paroles n'étaient pas seulement de la nostalgie, c'était la sagesse d'un homme qui avait vécu une vie longue et honnête. Vers le soir, nous avons atteint l'ancien camp de chasse. « C'est ici que j'ai passé mes meilleures années », dit-il en s'asseyant sur un arbre tombé. Il a sorti un thermos de thé de son sac à dos et l'a versé dans des tasses. Puis il a commencé à parler de son père, de sa première chasse, de la façon dont il a rencontré sa femme, de la façon dont il a élevé ses enfants. Il parlait longuement, comme s'il était pressé de partager tout ce qu'il savait. Au cours de la nuit, son état s'est aggravé. Je voyais bien qu'il respirait difficilement, mais il ne me laissait pas appeler à l'aide. Il m'a seulement dit « Nous attendrons jusqu'à l'aube ». Et à l'aube, il m'a demandé de l'aider à escalader un petit rocher à proximité. De là, on avait une vue sur toute la vallée, les montagnes s'étendant jusqu'à l'horizon. Là, sur le rocher, il a dit quelque chose en altaïque, une ancienne bénédiction, comme sa femme l'a expliqué plus tard. Puis, il s'est assis là, regardant le soleil se lever. Son visage était calme et paisible. Lorsque les premiers rayons ont touché les sommets des montagnes, il a expiré silencieusement pour la dernière fois. Je l'ai enterré là, près du rocher, comme il l'avait demandé. Les chasseurs locaux ont installé un panneau commémoratif. Son vieux fusil est maintenant accroché dans ma cabane, un souvenir de l'homme qui m'a appris non seulement à travailler dans la taïga, mais aussi à vivre en harmonie avec elle. Dans ces endroits, on voit souvent le maral, grand et beau, avec des cornes splendides. Il n'a pas peur des gens, mais il ne s'approche pas. Il se tient simplement sur un rocher et regarde au loin, comme l'a fait un jour Mikhail Petrovitch. Les habitants de la région disent que c'est l'âme du vieux chasseur qui garde ses endroits préférés. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais une chose est sûre, la taïga se souvient de ceux qui l'ont vraiment aimé. De nombreuses années se sont écoulées depuis que j'ai commencé à travailler comme garde-chasse. La taïga a changé, quelque part la forêt a été abattue et je peux encore entendre le vide là où les pins tonnaient, quelque part de nouvelles routes ont été construites. Mais son essence reste la même. Elle garde ses secrets, elle enseigne encore à ceux qui sont prêts à l'écouter. Chacune de ces histoires a laissé sa marque. Les deux croix sur le flanc de la montagne où les étudiants sont morts rappellent que la nature ne doit pas être étudiée sans respect et sans précaution. Un arbre sacré dans le sentier où Vassili Petrovitch s'est perdu témoigne du pouvoir des anciennes traditions. La terre brûlée dans la vallée de la brume rouge met en garde contre le danger de l'insouciance humaine. Et le vieux rocher où repose Mikhail Petrovitch rappelle ceux qui ont consacré leur vie à ces lieux. Je pense souvent à ceux que j'ai rencontrés au fil des ans. Aux braconniers, prêts à tuer pour le profit. Des scientifiques courageux qui sacrifiaient leur vie pour apprendre. De vieux chasseurs sages qui vivent selon les lois de la nature. Ils font tous partie de cette terre, de son histoire sans fin. Aujourd'hui, assis sous le porche de ma cabane et regardant le coucher du soleil, je réalise l'essentiel. Le travail d'un garde-chasse n'est pas seulement un service. C'est un mode de vie, un devoir envers cette terre ancestrale. Et tant qu'il y aura des gens prêts à garder ses secrets et à protéger ses lois, la taïga vivra. Mes amis, voici la fin de l'histoire de notre garde-chasse. Mais j'ai encore beaucoup de questions, et je suis sûr que vous aussi. Qu'est-il arrivé à ces braconniers? Pourquoi Klimov a-t-il survécu à cette expédition en Yakoutie? Qu'est-il réellement arrivé à Vassili Petrovitch dans le brouillard? Et l'âme du vieux chasseur veille-t-elle toujours sur ces lieux? Peut-être certains d'entre vous ont-ils des histoires similaires? Peut-être vos proches ont-ils travaillé comme garde-chasse ou chasseurs? Partagez vos histoires dans les commentaires, je suis très intéressé à les lire. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Il y a encore beaucoup d'autres histoires intéressantes sur des personnes dont la vie est étroitement liée à la vie sauvage. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.